Merci d'être là avec nous ce matin. Mon nom est Chantal Amoureux. Je suis la présidente directrice générale de l'Institut de planification financière. Alors, bienvenue à nos premières portes ouvertes virtuelles. Si vous êtes ici ce matin avec nous, c'est parce que vous êtes intéressé ou curieux par rapport à la profession de planificateur financier, de planificatrice financière. Vous voulez savoir comment faire pour accéder à cette profession-là. Vous voulez voir concrètement qu'est-ce que ça fait dans la vie de tous les jours. Vous voulez probablement voir les étapes, le parcours, les ressources qui sont mises à votre disposition. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont avec moi aujourd'hui sur le webinaire qui vont pouvoir répondre à ces questions-là. Et d'ailleurs, tout au long du webinaire, je vous invite à inscrire vos questions dans la section clavardage ou chat. Quand tout le monde va avoir fait ses présentations, on va prendre le temps de répondre à vos questions. Laissez-moi vous parler brièvement dans un premier temps de l'Institut de planification. C'est un institut qui existe au Québec depuis 35 ans et on est un institut qui formons les planificateurs financiers pour entrer dans la profession, mais aussi tout au courant de la carrière en termes de formation continue. Donc, si vous devenez planificateur financier ou planificatrice financière un jour, puis je suis certaine qu'il y en a plusieurs d'entre vous à qui un jour on va avoir l'honneur de remettre un diplôme, vous allez aussi nous côtoyer tout au long de votre carrière. On va être là pour vous. L'Institut devient, dans le fond, le port d'attache, l'ancrage ou même l'alma mater là, de la communauté des PLFIN au Québec. Et on offre effectivement, comme je disais, la formation de départ, mais toutes sortes de ressources aussi qui sont disponibles sur notre site, sur nos réseaux sociaux, notre magazine. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, ce n'est que le début de votre intérêt envers la planification financière, puis que vous allez continuer à nous côtoyer et à regarder là, les outils et les ressources qui sont disponibles pour vous. Donc, bienvenue. Merci d'être là. N'hésitez pas tout au long de la session de poser vos questions. On va y répondre. Et dans un premier temps, je vais passer la parole à notre premier panéliste aujourd'hui, qui est mon collègue Salomon Gamache, qui est lui-même planificateur financier et qui travaille à l'Institut depuis 2 ans maintenant en tant que vice-président développement et qualité de la pratique. Alors, à toi, Salomon. Merci beaucoup, Chantal. Donc, bonjour tout le monde. Vraiment très content d'être là aujourd'hui. Donc, oui, Salomon, vice-président. Quand on dit développement qualité de la pratique, c'est tout ce qui touche les contenus et la formation, dont, entre autres, le cours de formation professionnelle. C'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je vais vous partager justement ma présentation. Ça sera pas très long. Je tente le partage d'écran. Ne fonctionne pas pour le moment. Donc, je vais dire là-dessus si on peut quelqu'un qui pourrait m'autoriser le partage d'écran que je puisse présenter. Donc, entre-temps, ce que je pourrais vous dire là-dessus, donc, de notre côté, à l'Institut pour le cours de formation professionnelle, c'est une étape très importante de ce côté-là de préparation pour passer l'examen de l'Institut afin de devenir planificatrice financière et planificateur financier. Donc, tous ceux qui sont justement ici aujourd'hui, vous provenez de parcours divers universitaires, donc qui sont un peu différents, tout dépendant dans... Ah, juste un petit instant. Ah, voilà, donc là, ça devrait fonctionner. Et voilà, donc une de nos valeurs à l'Institut, c'est l'agilité. Donc, vous venez d'être témoin, donc, live de cette valeur que l'on vit à l'Institut. Comme je disais, donc, je vais poursuivre le cours de formation professionnelle et ça inclut l'examen de l'Institut, qui est une étape vraiment très importante là-dessus parce que tout le monde aujourd'hui, vous venez de parcours divers, tout dépendant du genre de parcours des universités au Québec.
Même certains, c'est le programme exécutif de l'Institut, qui est un autre parcours qui peut amener au point culminant, qui est vraiment le cours de formation professionnelle. Et qu'est-ce que le cours de formation professionnelle? Comme vous pouvez le voir, c'est le cours obligatoire pour obtenir le diplôme en planification financière. Donc, le cours inclut l'examen. Ce qui veut dire, c'est que tout le monde qui veut devenir planificateur financier doit passer par cette étape-là. Donc, c'est un cours qui est offert 2 fois par année, au printemps et à l'automne, tant en français qu'en anglais. Donc, là-dessus, c'est un cours d'une durée estimative à peu près de 3 mois, on peut dire là-dessus, qui est délivré donc par nous, mais en collaboration avec des formatrices et formateurs donc d'expérience qui sont vraiment habitués, justement comme planificatrice financière et planificateur financier, de travailler avec la clientèle puis de voir vraiment c'est comment qu'il faut faire justement pour bien vous préparer à passer l'examen. Donc, un peu plus en détail, c'est qu'on parle de classes virtuelles ainsi que d'exercices en mode asynchrone aussi, donc de web, de lecture et des exercices. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous venez tout avec un parcours qui a il y a plusieurs similarités. Reste que quand même, il peut y avoir des différences. Donc, c'est pour ça qu'au début, il y a certains exercices qui vont être juste pour faire de la mise à jour, pour vous rafraîchir certaines notions. Mais le but vraiment, c'est de vous imprégner de la démarche en planification financière, ce qu'on appelle aussi l'intégration. Bref, vous provenez de parcours universitaire, vous voyez les 7 domaines d'expertise, à titre d'exemple, du placement, de la fiscalité, de l'assurance. Mais vraiment, là, les formatrices et formateurs et le cours vont vous amener à penser comme une planificatrice financière, un planificateur financier, ce que vous allez voir dans la vraie pratique avec des clients, donc des situations. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Ce qui veut dire, c'est qu'il va y avoir beaucoup justement d'aspects de jongler avec plusieurs concepts et les appliquer dans des situations différentes. C'est ce que le cours va vous amener à faire par l'entremise de cas. Donc, ça va être vraiment, vous allez pratiquer des cas. Et le but, c'est vraiment, c'est ça, c'est de pratiquer et d'être régulier, d'y aller semaine après semaine, de faire vos exercices, de vous pratiquer et de vous préparer pour les classes virtuelles parce que le rythme, il est quand même soutenu, là, c'est exigeant, mais c'est une très bonne préparation pour passer l'examen. Et ça, ce que je vous montre à l'écran, entre autres, donc, on appelle ça le modèle de compétence ou la roue en planification financière. Donc, ça date d'à peu près 1 an, je dirais, grosso modo. Donc, c'est que, comme vous voyez, au centre, dans notre travail en planification financière, c'est les clients qui sont au centre. C'est vraiment les aider à atteindre leurs objectifs, leurs rêves financiers, puis de leur donner du conseil. Autour, on voit justement les 7 domaines que vous avez vus dans vos cours à l'université. Donc, que ce soit la fiscalité, l'assurance, les aspects légaux, etc. Et le cours FP, en préparation de l'examen, comme je disais, c'est vraiment l'intégration, la vision globale de la profession. Et quand vous passez l'examen, donc, et vous avez le diplôme de planification financière de l'Institut, donc vous pouvez appliquer pour avoir le permis. Et là, vous venez en pratique à rencontrer des clients, ben là, c'est tout ce qui vient autour des compétences relationnelles et techniques qui vient entourer ça. Donc, l'aspect de la communication claire, de l'écoute active, la compétence éthique, l'intelligence relationnelle, la rigueur. Donc là, c'est vraiment, vous vivez la planification financière avec vos clients. Puis ça, c'est la beauté du travail. Là. Chaque cas est différent. C'est vraiment ça que le cours FP et l'examen va vous amener à penser et à développer comme compétence. Donc, par la suite, je vais passer donc la parole à un collègue planificateur financier, Vladimir, qui a réussi son cours FP en décembre dernier et maintenant il est planificateur financier avec IG. Donc, il va vous parler de son parcours, de son expérience du cours FP puis de sa préparation à l'examen. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et je passe la parole à Vladimir. Oui, merci beaucoup, Salomon. Donc, effectivement, comme mentionné, je viens tout juste d'être diplômé de l'Institut, d'avoir passé le cours. Donc, j'ai été à la session de septembre à décembre avec l'examen du mois de décembre. Donc, c'est encore tout frais dans la mémoire pour moi. Puis, je vais vous partager un petit peu juste un exemple d'un parcours qui peut être un des vôtres, donc celui que moi j'ai suivi.
Pour vous donner un petit peu de mon background en bon français, donc j'ai un diplôme en baccalauréat en administration des affaires, spécialisation en finance. Donc, commencer avec un bac, puis ce bac, ça me donnait une très bonne vision d'ensemble, simplement de l'industrie, mais aussi certaines compétences de base, que ce soit en finance et en comptabilité. Mais ce qui a suivi, ce qui a été très important pour moi, c'était justement la période d'apprentissage sur la planification financière, qui, elle, s'est fait via le certificat en planification financière que j'ai suivi par la suite au HEC. Et donc, dans ce certificat de planification financière, c'est vraiment là que je suis allé chercher des compétences pointues sur différents concepts, donc que ce soit par rapport à l'assurance et la gestion des risques, la fiscalité personnelle ou pour les propriétaires d'entreprise, par exemple, des concepts clés sur la retraite, donc vraiment avec des sommités de l'industrie qui ont pu partager leurs connaissances avec moi. Et donc, une fois que cette période d'apprentissage qui a été faite, oui, à l'université, et pour vous, peut-être que ça va être fait directement avec l'Institut ou avec d'autres partenaires, ben, c'est vraiment là que ça mène au cours de formation professionnelle, qui, comme on l'a dit, c'est vraiment le point culminant, c'est le parcours final, c'est le sprint final que tous doivent suivre en vue de devenir donc planificateur financier en passant l'examen final. Donc c'est à ça que je me suis inscrit au mois de septembre. Et pour vous partager un petit peu à quoi ressemble cette formation-là, ben, on parle d'à peu près, c'est un cours qui se fait en une soixantaine d'heures via des formules hybrides. Donc, on va avoir des cours, des classes virtuelles. On va avoir des cas autonomes aussi qu'on doit faire dans nos temps libres. Donc, je vous dirais là, un horaire typique, par exemple, de mon côté, je travaille déjà dans l'industrie et donc c'est vraiment important d'être en mesure de jongler avec son horaire pour inclure, comme Salomon l'a mentionné, des exercices qu'on fait tout au long du programme. Donc, c'est pas une question d'arriver 2 semaines avant l'examen puis d'essayer de tout, de faire du rattrapage, c'est vraiment, comme on a dit, une culmination d'apprentissage. Et donc, c'est d'en faire un petit peu à tous les jours. Donc, moi, je vous dirais, peut-être de mon côté, c'était à peu près 3 jours durant la semaine, donc 3 soirs, 2 heures par soir, 2, 3 heures par soir, et au moins une journée de fin de semaine complète qui était dédiée à ça. Évidemment, ça peut varier entre chacun, mais évidemment, plus on se rapproche à l'examen final, qui, en nouvelle formule, est maintenant fait en 2 parties, donc une partie choix multiple puis une partie résolution de cas, ben, c'est vraiment là qu'on veut s'assurer de bien maîtriser nos cas, d'être préparé pour prendre tous ces apprentissages qu'on a accumulés dans les années antérieures et d'être capable de les appliquer dépendamment du client qu'on va avoir devant nous. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une érégope? Est-ce que c'est un entrepreneur? Est-ce que c'est un couple qui est nouvellement marié et qui a comme plan d'acheter une résidence future? Donc, comme on l'a mentionné, le cours de formation professionnelle, c'est vraiment ça, c'est le sprint final. On assume que la majorité des connaissances, vous les avez déjà acquis au préalable. Et avec la formation à l'Institut de planification financière, ben, on développe les compétences nécessaires, mais pour les mettre en application à la planification financière, à faire des cas puis à utiliser le squelette de résolution. Donc, euh, donc ça, c'est un petit peu de mon parcours et comment ça s'est passé de mon côté. Évidemment, tout à l'heure, on pourra peut-être revenir un petit peu avec la période des questions, mais pour donner suite à tout ça, je vais céder la parole à ma collègue Véronique Rogmans, qui est la formatrice, qui est responsable de la formation professionnelle à l'Institut de planification financière. Donc, Véronique, à toi la parole. Bonjour à tous, merci Vladimir. Donc oui, comme il l'a si bien dit, je suis responsable de la formation professionnelle, donc tout ce qui est l'encadrement du cours de formation professionnelle et aussi de certains parcours qui peuvent y mener et à faire chez nous à l'Institut, selon les cas. Je vais commencer par vous annoncer qu'on va lancer maintenant un petit sondage pour avoir une petite idée de ce que des profils
que vous avez, vous, les participants, pour nous aiguiller un petit peu, qu'on sache d'où vous venez, quel est votre parcours éventuel et peut-être euh, qu'est-ce qui vous mène à vouloir être planificateur financier. Ça peut orienter aussi nos réponses aux questions par après. Donc, le sondage est lancé. On vous invite à y répondre en grand nombre. Là, je suis désolée. Est-ce que c'est moi qui dois le lancer, le sondage? Agilité encore, non, hein? C'est parce que je le vois affiché. Parfait. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est partager mon écran pour vous montrer, pour vous donner quelques indications sur les différents cheminements possibles. On a déjà eu beaucoup d'informations de la part de Vladimir et juste un instant, parler en même temps, ça s'avère compliqué. Pendant que Véronique fait son partage d'écran, si je peux résumer, et voilà, ça arrive, mais si je peux résumer ce que Salomon et Vladimir ont dit, souvent, moi, je compare la formation professionnelle, ce qu'on fait à l'Institut, un peu avec l'école du barreau. Hein, des fois, on est un peu plus familier. Pour les avocats, on le sait, les avocats ont une formation académique et après, ils vont à l'école du barreau, puis ils passent l'examen, puis c'est ça qui leur permet de porter le titre d'avocat. Alors, nous, on est un peu comme l'équivalent pour les planificateurs financiers. Alors, on voit ton écran maintenant, Véronique, fait que je te retourne le micro. Merci Chantal pour la transition. Alors, donc, comme je le disais, Salomon et Vladimir ont déjà pas mal parlé du cours de formation professionnelle. Je n'aurai pas grand-chose à ajouter à ce sujet-là. Je vais plus parler donc des cheminements pour pouvoir arriver à ce fameux cours de formation professionnelle et au diplôme en planification financière. Là, ceci résume brièvement que pour pouvoir avoir le certificat à l'autorité des marchés financiers et donc pratiquer comme planificateur financier, il faut suivre ce cours de formation professionnelle et obtenir le diplôme. Et l'Institut de planification financière est le seul organisme au Québec qui est agréé pour décerner ce diplôme en planification financière. Et donc, pour toute personne qui veut obtenir le titre de planificateur financier, il est obligatoire de passer par l'Institut. Alors, cela demande des prérequis. Vladimir a parlé de son parcours à lui. Donc, lui, il a suivi une des formations universitaires en planification financière personnelle qui est reconnue par l'Institut. Il a fait un baccalauréat dans un domaine relié et par après, il a combiné ça à un certificat en planification financière des HEC. Il existe dans différentes universités des baccalauréats en administration qui ont directement un profil en concentration, planification financière ou services financiers selon les cas. Donc, les universités en tant que telles sont nommées ici. Ou dans certains cas, on peut faire un bac par cumul de 3 certificats, dont celui en planification financière et 2 autres dans des domaines reliés. En scannant le code QR qui est au-dessus de ma tête, vous pouvez accéder directement à notre page du site Internet qui reprend de manière assez exhaustive la liste des formations qui sont reconnues dans toutes ces différentes universités citées ici. Pour les personnes qui n'ont pas suivi une de ces formations reconnues, il existe différents cheminements possibles que nous appelons, nous, les équivalences académiques, qui permettent, avec une combinaison de formation universitaire, de titres professionnels et ou d'expériences professionnelles, soit, selon le cas, directement de s'inscrire au cours de formation professionnelle, ou alors de devoir, avant ça, passer par une formation qui se donne chez nous, qui est le programme exécutif, ou essayer de passer l'examen d'équivalence. Dans les 2 derniers cas, le but est de soit acquérir les connaissances dans les 7 champs de la planification financière qui n'auront pas été acquises dans le parcours universitaire avant de s'inscrire chez nous, ou de les vérifier à travers l'examen d'équivalence, par exemple. Donc là, la personne se prépare de façon autonome
à l'examen, donc étudie les 7 champs de façon autonome, soit à travers des formations qu'il a déjà suivies en dehors, mais qui ne sont pas reconnues directement par l'Institut, soit par l'étude juste avant l'examen. Et on vérifie les connaissances. Et selon les résultats, un ou plusieurs cours peuvent devoir être suivis pour compléter les connaissances dans les 7 champs. Donc, toujours dans les 3 cas, le but, c'est que on vérifie ou on s'assure que les personnes aient les connaissances dans les 7 champs de la planification financière avant d'accéder aux cours de formation professionnelle, puisque Salomon et Vladimir l'ont expliqué. Le cours est l'intégration de ces connaissances, donc pour pouvoir les appliquer dans des cas et se préparer à la vie professionnelle. Pour ce qui est des équivalences, vous avez un autre code QR au-dessus de ma tête que vous pouvez scanner et qui vous mène également directement au site Internet, à la page qui détaille toutes les différentes équivalences possibles, où vous pourrez aller voir si oui ou non vous répondez aux conditions de l'une ou de l'autre. Et puis sur notre site Internet aussi, il y a un questionnaire en ligne que vous pouvez compléter si ce n'est déjà fait. En répondant à quelques questions rapidement, vous avez une idée du ou des cheminements qui vous seraient accessibles selon votre situation, les études que vous avez faites, l'expérience que vous avez, etc. J'en ai fini pour le moment. Vous pourrez évidemment poser des questions après. Et je vais passer la parole à Zoé, qui représente la firme Academos et qui va parler de mentorat qui sont mis en place. Certains planificateurs financiers sont devenus mentors et Zoé va en parler bien mieux que moi. Merci. Merci Véronique. Je vais aussi partager mon écran. Excusez-moi. Donc, merci Véronique. Donc, je me présente, Zoé, chef marketing chez Academos. Et puis, donc, pour ceux qui ne connaissent pas déjà Academos, on est une plateforme de mentorat virtuel qui permet aux jeunes de 14 à 30 ans de discuter avec des professionnels de divers domaines pour obtenir un aperçu authentique de leur métier et des conseils. Je m'excuse, Zoé, de t'interrompre. Tu es Oui. partie dans une bonne. Mais c'est parce qu'on voit ton écran. Fait que là, on voit tes Oh notes non, et on non voit mes pas ton notes! PowerPoint. Colin! Mais voyons donc, vous voyez pas mon PowerPoint? Là, on voit ton PowerPoint, mais pas en mode Quand je le mets en présentation. diapo, vous le voyez. Et voilà, là, C'est maintenant, on le moi. voit. Merci. Bon, ben, écoutez, je vais le faire sans note. Donc, OK. je connais quand même bien nos services. Donc, Academos, c'est une application de mentorat virtuel qui vous permet d'échanger gratuitement avec des professionnels de divers domaines. Donc, sur l'application, on a plus de 3600 mentors disponibles qui sont des bénévoles, donc qui acceptent de donner leur temps gratuitement pour répondre à vos questions, vous donner un aperçu réaliste de la réalité dans leur métier, de leur quotidien au travail, du parcours, du cheminement qu'ils ont effectué pour se rendre où ils sont aujourd'hui. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est certainement que vous êtes intéressé par la profession de planificateur financier. Alors, sur Academos, comme Véronique le mentionnait, on a plusieurs mentors qui sont planificateurs financiers. Vous en voyez quelques-uns dont les profils défilent ici à l'écran. Euh, donc, il y a environ une quinzaine de mentors planificateurs financiers. Pour accéder à leur profil, en fait, c'est assez simple. Vous pouvez vous inscrire sur notre plateforme, donc avec le code QR à l'écran. Et pour accéder au profil, en fait, vous pouvez créer votre compte et puis ensuite, avec la fonctionnalité de recherche, tout simplement taper planificateur financier ou bien vous rendre directement sur la page de l'Institut qui regroupe, dans le fond, tous les profils de mentors planificateurs financiers. Donc, vous allez pouvoir voir rapidement en un coup d'œil toutes les personnes qui sont disponibles là, pour vous répondre à vos questions, échanger avec vous. Et puis, ben, pourquoi parler avec un mentor? Parler avec un mentor, comme je le disais, ça peut vous aider à obtenir un aperçu réaliste, concret de la réalité dans différents métiers, confirmer votre projet professionnel et puis le parcours nécessaire pour s'y rendre. Ça peut aussi vous aider à bâtir votre réseau. Donc, comme vous le savez, avoir un réseau, un bon réseau, ça peut être un excellent atout quand on est à la recherche d'un emploi ou d'un futur stage, par exemple. Euh,
Donc voilà, c'est une ressource gratuite. Donc, pourquoi s'en priver? Alors, je vous souhaite bonne chance dans votre parcours et bon mentorat. Et je repasse la parole à Chantal. Mais merci beaucoup, Zoé, et merci beaucoup à Salomon, à Vladimir et à Véronique aussi de nous avoir fait ce tour d'horizon. Et déjà, on a des super bonnes questions. Donc, je vais commencer à regarder, puis je vais inviter mes collègues panélistes là aussi à répondre aux questions. Mais je n'irai pas nécessairement dans l'ordre qui sont rentrés, mais on va tous y répondre. Il y a une super bonne question qui est rentrée sur l'avenir, sur le plan de l'employabilité que la profession offre. La personne nous dit, j'ai appris que c'est un domaine saturé sur le marché de l'emploi. Laissez-moi vous dire que nous, on a des informations totalement contraires. Au contraire, les grands employeurs des planificateurs financiers, ce sont les institutions financières, ce sont aussi ça peut être des compagnies d'assurance, des compagnies en gestion de patrimoine. Vladimir, dans le fond, est avec la firme IG Gestion de patrimoine. Il y a des gens qui sont des travailleurs autonomes aussi dans des plus petites firmes, des firmes boutiques. Donc, il y a plein de contextes de pratiques différents et définitivement, c'est un marché qui est très, très ouvert présentement. Depuis environ 10 ans, il y a 5000 planificateurs financiers au Québec et ça reste très, très stable. Il en rentre environ 300 par année sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire 300 qui graduent là, de l'Institut et qui peuvent avoir leur permis de l'AMF. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui prennent leur retraite. Donc, présentement, c'est environ 40 des 5000 planificateurs financiers qui ont plus de 50 ans et s'ils ont bien planifié leur retraite et ils vont la prendre bientôt, à moins qu'ils adorent leur profession puis qu'ils veulent justement soutenir puis mentorer des nouveaux dans la profession. Donc, moi, je vous dirais, au contraire, c'est un domaine d'avenir. Les gens, c'est compliqué, les finances personnelles. Ce n'est pas évident de se retrouver là-dedans, de savoir le vrai du faux. De plus en plus, les gens connaissent la planification financière et veulent avoir accès à un planificateur financier. Donc, c'est certain qu'il y a de la place. Puis souvent aussi, on entend dire, ouais, mais avec l'arrivée des technologies puis de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est le genre de profession qui est appelé à disparaître? Non, au contraire. L'intelligence artificielle déjà aide beaucoup les planificateurs financiers, mais la profession, c'est un bel équilibre, ça, Vladimir ou Salomon peuvent aussi vous en parler, puis tous les mentors sur Academos, mais c'est un bel équilibre entre le défi intellectuel d'intégrer tous les domaines de la planification financière, le légal, le fiscal, les placements, les assurances et l'accompagnement humain. Dans le fond, là, si on résume ce que ça fait un planificateur financier, ça aide les gens à réaliser leurs rêves, à atteindre leurs objectifs. Et ça, il va toujours en avoir et les gens vont toujours vouloir être accompagnés pour avoir des bons plans. Donc, je ne peux que vous encourager dans ce sens-là. Une des premières questions qu'on nous a posées, c'est est-ce que c'est plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas une bonne base dans les finances de réussir le cours et l'examen? Peut-être, Salomon, tu voudrais répondre à cette question-là? Oui, merci Chantal. C'est une bonne question. Puis ça reste un aspect de perception des fois. C'est comme qu'est-ce qu'une bonne base en finance? Des fois, ça peut être que les cours, ça fait longtemps qu'ils ont été suivis. Des fois, c'est plutôt un parcours qui n'est pas en administration. Donc, je connais des personnes qui ont étudié dans des parcours autres que l'administration. Donc, exemple, puis c'est vraiment ce qui me vient en tête là-dessus. En communication, donc la personne n'avait pas fait beaucoup de cours qui touchaient le domaine financier, mathématiques financières. Donc, un peu comme Véronique l'a parlé dans sa présentation, cette personne-là a passé par l'examen d'équivalence pour voir qu'est-ce qu'elle avait besoin d'approfondir et tout dépendant des résultats. Bon, ben ensuite, il y a le programme exécutif de l'Institut pour, comme on dit, monter un peu les niveaux de
connaissances là-dessus. Mais honnêtement, tout ça s'apprend. Et dans le cours FP, il y a une partie de révision des connaissances en finance. Donc, c'est pas vraiment de ce côté-là problématique. C'est plus que certaines personnes vont devoir peut-être s'investir un petit peu plus au début pour remettre des connaissances à jour. Mais honnêtement, de la manière que le cours est fait, c'est vraiment avec l'aspect du contenu et des formations asynchrones là-dessus pour remettre à jour certaines notions. Et de ce côté-là, non, ça s'apprend très bien là-dessus afin de faire le cours FP et ensuite passer l'examen. Super. Donc, effectivement, je pense qu'une des choses qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif-là. Donc, c'est de trouver le vôtre. Et puis, un coup, vous allez être là-dedans, vous allez commencer à apprendre. Il existe des ressources, des outils, puis avec naturellement là, des efforts et du travail, c'est possible comme tel. Une autre question qu'on nous pose pour le cours de formation professionnelle, est-ce que les classes virtuelles se font en mode synchrone ou asynchrone? Donc, les classes virtuelles, c'est en mode synchrone, c'est des ateliers. Puis, il y a de l'interaction, possibilité de poser des questions aux formateurs, de faire des cas. Justement, avec d'autres collègues. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça vous aide justement à vous préparer à faire le cas à l'examen. Et on demande, et là, c'est plus Véronique qui pourra répondre, dans tous les cas, savez-vous quand les dates pour de cours pour la session d'automne vont être annoncées, Véronique? Alors, on va préparer le calendrier prochainement. Donc, dans les prochaines semaines, il devrait être disponible en ligne. Par contre, ce qu'on peut déjà dire, c'est que jusqu'à présent, chaque année, la session d'automne commence vers la mi-septembre, 20 septembre, dépendamment de comment ça tombe. Et l'examen a lieu vers la mi-décembre ou 20 décembre. Donc, ça, c'est de toute façon comme ça que ce sera. Donc, vous pouvez déjà planifier que d'environ mi-septembre à mi-décembre, le cours a lieu. Puis, je vais peut-être profiter en même temps, Chantal, pour répondre à certaines questions pratico-pratiques sur le cours que j'ai vu dans le chat. Ça va répondre peut-être à plusieurs personnes. Donc, on a bien dit, les classes virtuelles sont synchrones. Donc, vous devez choisir pour chaque type de classe virtuelle une date. Il y en a en soirée. Il y en a de journées complètes qui sont les vendredis, samedis, dimanches. Donc ça répond peut-être à certaines personnes qui se demandent s'ils peuvent faire ça tout en travaillant. Là, beaucoup de nos étudiants sont des travailleurs à temps plein qui ont aussi une vie de famille, d'autres activités et qui suivent le cours. Donc ça a toujours été le cas. Puis tout est actuellement en virtuel. Ça se peut qu'à un moment donné, ça change, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour du tout. Donc, vous avez des modules web à compléter en ligne, certains à faire avant les classes virtuelles, certains autres que vous faites quand ça vous convient le mieux. Il y a les classes virtuelles, il y a des lectures à faire, on a un manuel de référence théorique sur lequel vous pouvez vous baser pour revoir certains éléments théoriques en travaillant sur des cas. Si vous voyez qu'il y a des petites lacunes ou des choses à revoir. Donc, tout ça se fait de façon assez autonome. Donc, il faut être discipliné. Ça, Vladimir, je pense, l'a assez dit dès le début, travailler. Mais ça se fait assez bien en travaillant à temps plein. Mais c'est sûr que c'est 3 mois intenses. Donc, ça, il faut le savoir. Il faut peut-être, pendant ces 3 mois-là, laisser de côté certaines choses qu'on a l'habitude de faire. Il faut être entouré, peut-être, pour ceux qui ont une famille, avoir du support pour prendre le relais au niveau des enfants ou autres, mais ça se fait assez bien. J'ai vu qu'il y avait une question sur le taux de réussite à l'examen. Les dernières sessions, il était autour de 63-64%. Donc, c'est pas mal ça en ce moment. Là, de mémoire, je ne sais plus s'il y avait d'autres questions auxquelles moi, je pouvais répondre Oui, d'emblée. il y en a une intéressante. Il y a quelqu'un qui dit quel est le parcours le plus adéquat pour obtenir le titre si on possède déjà un titre de CPA? Donc, la personne dit qu'elle travaille déjà dans les services financiers, puis elle aimerait obtenir le titre de planificateur financier. Donc, elle dit effectivement des formations de soir ou de fin de semaine serait l'idéal. Donc, un CPA, effectivement, des fois, il y a des CPA qui disent ah, je ne veux pas retourner puis recommencer à faire des études universitaires, mais il y a quelque chose qui s'offre à eux, Véronique.
Oui, alors les CPA ont quand même plusieurs options selon le cheminement qui leur conviendra le mieux en termes de temps à investir, type de formation. Soit effectivement, c'est d'aller compléter un certificat en planification financière pour acquérir toutes les connaissances. Mais si on ne veut pas retourner à l'université, c'est de faire une demande d'équivalence chez nous, dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, je ne les ai pas toutes détaillées. Mais il y en a une, effectivement, qui s'adresse particulièrement aux CPA, avocats, notaires, entre autres, surtout. Sur base de leur titre et de leur formation universitaire, ils ont accès soit à l'examen d'équivalence dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire de se préparer de façon autonome, de réviser la théorie dans les 7 champs, de l'acquérir si c'est nécessaire pour les domaines qui sont moins maîtrisés et puis de passer un examen qui permet de vérifier les connaissances et selon le nombre de domaines réussis ou non, il y a un ou plusieurs cours à suivre. Dans cet examen-là, la note de passage, pardon, c'est de 70% pour chacun des domaines. Donc, chaque domaine où on n'obtient pas 70%, on a un cours à prendre, soit à travers un de nos modules du programme exécutif, soit certaines personnes font ce choix-là, mais c'est assez rare d'aller suivre le cours à l'université. Mais là, c'est nous qui disons alors quels cours, dans quelle université peuvent être suivis pour compléter les connaissances. L'autre option, c'est de faire le programme exécutif au complet, donc de ne pas passer par l'examen d'équivalence et de réviser alors toute la théorie dans les 7 champs à travers 6 modules de cours. Je pense qu'il y avait une question aussi sur le programme exécutif. Lui, il est complètement asynchrone, ça se fait de façon autonome, ce sont des modules web en ligne avec des questionnaires, des lectures à faire toujours dans le même manuel de référence qui est la collection de l'Institut de planification financière. Et à la fin de chaque module, réussir un examen sur le domaine en question et puis progresser d'un module à l'autre. Donc à chaque fois qu'on a terminé avec un module, on commence l'autre module. Une fois qu'on a fini les 6 modules, on est éligible pour le cours de formation professionnelle. Donc, pour les CPA et d'autres cas d'équivalence aussi, les 3 options s'offrent. Les méthodes d'apprentissage sont différentes. Le temps à investir dans chacune des méthodes est différente. L'examen d'équivalence faut être très autodidacte. Le programme exécutif, c'est un peu plus encadré. On fait un domaine à la fois. Aller à l'université, ça permet peut-être d'échanger avec des formateurs, ce qui n'est pas le cas dans l'examen d'équivalence et le programme exécutif. Donc, tout est c'est très personnel rendu là. Puis le temps que ça va prendre aussi est très personnel à ce niveau-là. Je vois qu'il y en a Oui. deux qui lèvent la main. Oui, Salomon et Vladimir ont levé la main. Je pense que vous voulez dire quelque chose. Qui commence? Vladimir a levé la main avant. Ah, OK, c'est Ah, bon. Vas-y. merci Salomon. En fait, ça va être assez rapide parce que Véronique, juste en levant ma main, tu as exactement spécifié sur quoi j'allais commenter. C'est que oui, effectivement, c'est propre à chacun, c'est très personnel. Puis c'est important d'évaluer où on est rendu dans notre cheminement professionnel et en lien avec la planification financière, quelles sont les connaissances qu'on a déjà acquises et c'est quoi notre mode d'apprentissage privilégié. Est-ce que c'est un mode plus autodidacte ou c'est d'avoir une communication avec, par exemple, des professionnels de l'industrie? Euh, Moi, par exemple, dans ma propre expérience, donc oui, je travaillais déjà dans le domaine, dans une compagnie de gestion de patrimoine. J'avais été courtier hypothécaire, j'ai été conseiller en sécurité financière et j'avais mon permis en valeur mobilière. Donc, j'avais quand même certaines connaissances assez solides dans plusieurs des champs de la planification financière. Toutefois, je le savais que peut-être, par exemple, pour tout ce qui est la planification au niveau des fonds de pension ou les aspects légaux et la maîtrise du Code civil du Québec ou la succession, par exemple, j'avais quand même besoin d'aiguisage sur certaines connaissances avant de me rendre justement au cours de synthèse, qui est le cours de formation professionnelle. Personnellement, vous avez sûrement vu, l'école, c'est pas trop loin derrière moi encore. Donc, pour moi, c'était simple de dire, ben, tu sais quoi, je vais retourner sur les bancs d'école et je vais m'asseoir devant quelqu'un qui est un professionnel de l'industrie et qui peut, justement, avec qui je peux discuter, poser des questions en live, afin d'aller chercher un peu plus de connaissances et de perfectionner, le tout avant de m'inscrire au cours de l'Institut. Mais effectivement, j'ai vu dans les commentaires, il y en a qui ont des MBA, des CPA, par exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, une maîtrise en fiscalité, peut-être qu'effectivement, vous êtes quand même bien outillé déjà
Et c'est là que de faire l'examen d'équivalence peut valoir la peine et voir si peut-être un mode autodidacte est plus intéressant pour vous. Donc, bref, tout ça pour dire, c'est propre à chacun, mais il y a différents parcours. Et sur le site, je pense que c'est quand même bien détaillé, là, mais Véronique, je pense aussi, tu as très bien expliqué. Donc, Salomon, merci Vladimir. Salomon, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Merci, Vladimir. Il y a une partie, donc, de ta réponse, ça vient préciser un peu ce que je voulais dire aussi. L'autre aspect, je vais prendre mon cas, moi, personnellement, comparativement à Vladimir, que c'est très récent. Moi, quand j'ai fait mon bac, je dirais à l'époque, donc ça vous dit un peu que ça fait quand même plusieurs années, je ne connaissais pas vraiment l'Institut. Donc, moi, j'ai fait un bac en sciences comptables. Je m'en allais comme comptable dans mon coin de pays, dans l'Est du Québec, donc je viens de la Gaspésie. Je fais mon bac. Puis là, j'ai appris donc le travail à temps partiel, justement, de l'institution financière durant mon bac. Donc là, c'était est-ce que je m'en vais comme comptable? Et puis là, je commence à savoir c'est quoi la planification financière. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est quand j'ai fini mon bac, je suis venu en ville et là, j'ai commencé à étudier en planification financière. Je ne connaissais pas vraiment le programme exécutif à l'époque. Donc, moi, ce que j'ai fait, je suis quand même quelqu'un de très autonome et autodidacte. J'ai décidé de faire un certificat. J'ai eu peut-être 2 cours de crédité, mais il m'en restait quand même 8 à faire. Donc, si je compare à ceux qui parlaient, qui ont étudié en sciences comptables ou même CPA, une des options pour ma part aurait pu être soit de faire l'examen d'équivalence et sur les 6 cours du programme exécutif, je présume, quand on est CPA, donc peut-être le cours fiscal, ça aurait été comme relativement assez facile et l'aspect finance aussi. Donc, sur les 6 cours du programme exécutif, il y en a peut-être 2 que je n'aurais pas eu besoin de faire, puis il m'en aurait juste resté 4. Ça aurait été plus efficace dans mon parcours là-dessus, un peu plus rapide de ce côté-là. Donc, c'est pour ça, pour penser, un comptable qui arrive et qui fait l'examen d'équivalence va peut-être avoir 2, même 3 des 6 cours du programme exécutif qu'il n'aura pas besoin de faire, tout dépendant de ses compétences actuelles. Même chose pour un avocat qui ferait le même parcours. Peut-être que lui, c'est les domaines légal et successoral et fiscal qu'il n'aura peut-être pas besoin de faire à cause de ses compétences qu'il a déjà acquis dans ses formations. Donc, c'est pour ça que le programme exécutif, moi, je ne le connaissais pas à l'époque, mais c'est quand même une manière très autodidacte de justement d'atteindre les compétences pour aller au cours FP et de passer l'examen. Super, merci. Dans les questions, il y a des gens qui nous demandent là, si on n'a pas justement un parcours avec de la formation déjà universitaire, est-ce qu'il y a possibilité d'accéder à la formation professionnelle? On en a peu parlé, mais vous allez aussi avoir l'information sur notre site. Il existe 2 programmes présentement au Québec qui sont des programmes intensifs. Ils sont offerts par 2 universités. Il y en a un, c'est avec l'Université Laval et il y en a un autre, c'est avec la TELUC. TELUC, c'est le programme Ascension. L'Université Laval, c'est le programme intensif en gestion d'entreprise en planification financière. Et ces programmes-là intensifs vous permettent après d'accéder au programme exécutif. Donc, ça peut être ça peut être un autre chemin. Puis quand vous allez sur notre site, il y a comme une espèce de questionnaire, puis vous allez pouvoir remplir les questions et ça va vous donner différents chemins possibles. Mais je vous dirais que vraiment, la façon de vous assurer qu'on regarde tous les tenants et aboutissants de votre dossier, c'est bien sûr d'ouvrir un dossier, puis de déposer votre dossier, puis qu'on fasse l'analyse au complet. C'est là qu'on peut vraiment vous aiguiller, que l'équipe avec Véronique là, sont en mesure de regarder l'ensemble de votre dossier. Aujourd'hui, on peut donner des informations générales, mais encore une fois, là, on vous invite à aller sur notre site, puis on va vous donner aussi dans le chat tantôt une adresse courriel, là, formation professionnelle à institutpf.org pour adresser vos questions comme telles. Écoutez, il y a la question extrêmement importante qui est posée dans le chat par rapport à la rémunération. Combien ça gagne, ça, un planificateur financier? Dans un de nos vidéos, on a quelqu'un qui dit ça ne gagne pas un salaire comme un joueur de hockey, mais ça gagne très bien
sa vie. Effectivement, je pense que les employeurs et même les entrepreneurs, les gens qui ont leur entreprise, gagnent bien leur vie. Nous, on n'a pas les données comme telles. On est un institut de formation, fait qu'on n'a pas ces données-là. Mais c'est sûr que par exemple, dans les institutions financières, c'est des postes là, qui sont bien rémunérés. Puis même dans différentes grandes institutions, il y a différents types de planificateurs financiers. Il y a des gens qui servent la clientèle, il y a des gens qui, à un moment donné, se développent puis deviennent experts et deviennent même des coachs de planificateurs financiers. Il y en a qui deviennent des gestionnaires de planificateurs financiers. Donc, il y a plein de parcours possibles et c'est ça qui rend ça extrêmement intéressant. Donc, on serait mal avisé là, de vous donner un chiffre étant donné là, que c'est pas des données qu'on a présentement. Puis peut-être si vous allez sur Academos puis vous parlez avec un mentor, un planificateur financier, vous pourrez avoir cette conversation-là si vous avez des questions par rapport à ça et peut-être que cette personne-là pourra vous donner plus d'informations, c'est certain. On demandait aussi, il y a plusieurs super bonnes questions. Il y a une question de quelqu'un, c'est intéressant, qui dit qu'il déménage à Montréal le mois prochain, qui est en France. Alors, dans des cas comme ça, des gens qui sont à l'extérieur du Québec, peut-être, Véronique, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, la première chose très importante, puis il y a quelqu'un d'autre qui est déjà installé au Québec, mais qui parlait d'un bac obtenu en Chine. Faites évaluer vos diplômes par le ministère de l'Immigration. C'est important parce que nous, on n'a pas les connaissances, les compétences pour évaluer tous les diplômes de l'étranger. Donc, c'est pas parce qu'il est écrit bachelor sur votre diplôme français, chinois ou autre que nous, on va le reconnaître comme un bac parce qu'au Québec, c'est pas toujours équivalent. Et donc, on se fie à l'évaluation comparative faite par le ministère. Donc, ça, c'est très important. La personne qui est encore en France, là, qu'elle procède déjà maintenant, c'est un bon conseil que je peux donner parce que je l'ai pratiqué. Ça demande pas mal de documents, puis parfois, il faut retourner vers notre université ou notre école à l'étranger pour avoir des documents assermentés, etc. Puis, c'est difficile parfois de les avoir quand on est déjà au Canada ou au Québec, dans ce cas-ci. Donc, ça, si je peux donner un bon conseil d'expérience vécue. Donc là, c'est la première chose. Ensuite, concernant l'expérience mentionnée, malheureusement, les expériences que nous reconnaissons dans nos conditions d'équivalence académique doivent être acquises au Canada parce que même s'il y a des similarités d'un pays à l'autre, il y a aussi beaucoup de différences. Donc, on ne peut pas reconnaître une expérience acquise en France ou ailleurs d'ailleurs dans le monde. Donc, ça doit vraiment être au Canada. Donc, quand quelqu'un arrive comme vous prochainement, euh, c'est d'arriver avec les évaluations de diplôme, je l'ai déjà dit, et de commencer éventuellement à acquérir de l'expérience au Canada, mais si le bac, c'était un bac en assurance, banque, finance. Si votre bac français est bien reconnu comme un bac au Canada, au Québec, c'était de faire en plus un certificat en planification financière reconnu par l'Institut, donc dans les différentes universités mentionnées tout à l'heure, pour compléter les connaissances et donc acquérir les connaissances dans les 7 champs de la planification financière personnelle au Québec, comment ça se passe ici. Puis avec ça, de pouvoir s'inscrire au cours de formation professionnelle ou d'attendre d'avoir acquis de l'expérience pertinente. Mais là, il faut au moins 2 ans. Puis il faut vraiment que ce soit dans un des champs de la planification financière. Être juste au comptoir dans une banque, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit plus que ça. Donc ça, c'est ce que je peux conseiller à la personne qui est encore en France en ce moment. Super, merci Véronique. Je reviens dans une autre question qui nous a été posée plus tôt. Peut-être, Salomon, tu pourrais répondre. Pourrait-on faire un lien avec la planification financière et la philanthropie? Oh, très bonne question. En tant que telle, la philanthropie, qui est un domaine que l'on entend de plus en plus parler de notre côté, donc
Euh, Quand on parle de philanthropie, c'est très, il y a pas, il y a plusieurs définitions. C'est dans le sens, c'est en principe, c'est comme redonner aussi de ce côté-là. Donc, redonner, ça peut impliquer plusieurs manières de faire. Il y en a pour la philanthropie, c'est de redonner des sommes en argent, mais aussi il y a de l'implication en temps. Comme pour moi, là, personnellement, avec Academos, être mentor et tout ça, c'est une partie de philanthropie, c'est de redonner à la communauté, passer le flambeau, donner la main au suivant là-dessus. Donc, la philanthropie, c'est quelque chose que l'on veut développer, nous, de notre côté à l'Institut. Nous sommes en train de le faire pour la prochaine année parce que nous, notre année à l'Institut commence le 1er avril là, dans nos statuts et tout ça. Donc, ça fait partie justement de nos projets de se positionner, donc, exemple, sur l'aspect de la philanthropie, voir à des initiatives, comment on peut aider justement à promouvoir là-dessus, donc redonner au suivant en matière de planification financière, développer du contenu de connaissances et de la formation donc à ce sujet-là. Ça va être dans la prochaine année, mais un peu comme Chantal le disait au début, il y a des besoins. Puis je fais le lien philanthropie redonnée avec l'aspect de littératie financière et tout ça. On n'est pas tout à fait 5000 planificatrices financières et planificateurs financiers au Québec. La population du Québec est autour de 9 millions. Donc, de 18 ans et plus, on pourrait dire quelque part entre 5 à 6 millions, il y a des besoins. Il y a des besoins, le monde a besoin de conseils adaptés et de plus en plus dans le futur, les personnes vont faire justement leur cueillette d'informations par eux-mêmes, par l'entremise de divers sites Internet, de la recherche de leur côté, et ils vont nous arriver comme PF. Donc, j'ai lu ça, j'ai cherché ça. Donc, comment qu'on peut comme interagir avec les clients comme ça. Donc, ce sont des compétences, que ce soit de la philanthropie ou de la littératie financière, que nous, on va se positionner dans les prochaines années pour développer les connaissances et les compétences là-dessus. Ben merci. Une autre question peut-être que tu peux répondre, Salomon. Il y a quelqu'un qui dit, j'aimerais ça savoir comment un planificateur financier peut être indépendant. Comment on peut proposer des solutions à ses clients sans être affilié à une institution financière ou est-ce qu'on peut être affilié à une institution tout en étant indépendant? C'est une super bonne question. Euh, Tout à fait. Ça vient toucher les multiples facettes de la profession en planification financière. Il faut garder en tête, quand on a le titre de planificateur financier, donc c'est pour donner des conseils là-dessus, c'est pas avoir des permis pour vendre certains produits. Ça peut se rajouter aussi par la suite. Comme exemple, moi, personnellement, j'ai déjà fait la promotion de certains produits dans une ancienne vie. Comme planificateur financier, j'avais plusieurs permis. Maintenant, j'ai mon permis de planificateur financier, donc je peux donner justement l'aspect des conseils en planification financière, même si ce n'est plus vraiment mon rôle actuellement. Mais oui, il y a possibilité là-dessus de donner du conseil un peu plus de manière, comme on pourrait dire, indépendante, soit en étant rattaché à une firme en tant que telle. Je prends l'exemple de Vladimir avec IG. C'est un certain modèle d'affaires. Il y a d'autres planificateurs financiers qui vont être totalement indépendants et qui vont vraiment donner de l'expertise ou du conseil qui touche à la planification financière sans faire justement aucune promotion de produits. Puis je réitérais ce que Chantal a dit tantôt comme exemple, c'est de voir, de vous renseigner dans votre réseau, de réseauter là-dessus. Academos, à titre d'exemple, il y en a plusieurs qui sont planificatrices financières et planificateurs financiers de domaines divers. Donc, peut-être que certains là-dessus pourraient vous donner un peu plus d'informations sur être un PF indépendant, mais oui, ça existe. Puis de plus en plus, on en entend parler. Donc, dans les prochaines années, là, je pense que ça va être une voie de plus en plus populaire là-dessus. Oui, il existe effectivement différents contextes de pratique. Donc, si vous discutez avec des planificateurs financiers, aussi, je sais que les professeurs, les formateurs, les chargés de cours dans les universités, très souvent, ce sont des planificateurs financiers qui pratiquent. Donc, ils peuvent être en mesure justement d'échanger avec vous, puis vous de parler très concrètement là, de différents types de pratiques et de qu'est-ce que vous pouvez faire.
Je vois le temps qui file. Une dernière question. Je pense que Vladimir, tu es la personne tout indiquée pour répondre à ça. Il y a quelqu'un qui dit, quels seraient vos conseils à un étudiant sur le point de graduer d'un programme BAA en planification financière et qui aspire à la profession? Fait quoi tes grands conseils, Vladimir? Je vais aller vraiment dans le pratico-pratique. Moi, ce que j'ai trouvé qui était le plus important, c'est vraiment de juste simplement s'immerser dans le tout. Évidemment, d'essayer d'aller chercher de l'expérience sur le terrain, je pense que ça vaut de l'or. Mais c'est de s'immerser, puis de commencer à juste en discuter, de développer un réseau, de s'intéresser à différentes facettes. On a tellement de belles questions aujourd'hui, puis on le voit, là, la planification financière, c'est tellement, tellement vaste, puis il y a tellement de façons différentes qu'on peut en apprendre, puis différentes pratiques. Donc, justement, de connecter avec des professionnels du réseau, différents enseignants, de poser des questions. Moi-même, j'étais dans cette position il y a à peine un an. Donc, je me souviens, moi, par exemple, je parlais avec David Truand, qui est formateur à l'Institut aussi. Puis je disais à David, ben, là, je veux m'arranger de pas trop en mettre sur ma planche, mais je veux vraiment me lancer dans le cours de formation professionnelle. Puis lui, ce qu'il me disait, ben, tu sais, c'est est-ce que tu maîtrises bien tes concepts en fiscalité? Est-ce que, tu sais, assure-toi d'avoir une bonne vision globale quand même de l'industrie, des différents domaines. Puis ensuite, comme on l'a dit, ben, le cours de formation professionnelle, c'est vraiment le stretch final jusqu'à l'examen. C'est intensif, mais ça se fait bien. Donc, si on est bien organisé, on l'étale sur la période de 3 mois. Puis, ben, moi aussi, quelque chose que je recommande fortement, c'est évidemment l'examen. Une fois qu'on arrive pour faire l'examen, que ce soit pour la portion en choix multiple ou l'écriture de cas, euh, ça devient un peu plus intense. On veut s'assurer d'être bien préparé, d'avoir les bons documents à portée de main. Moi, j'ai pris, par exemple, une semaine de congé concrètement pour juste faire du matin au soir à tous les jours des études de cas, un après l'autre, puis de m'assurer que j'ai rien manqué. Donc, c'est un petit peu de tout ça. C'est vraiment de s'immerser, d'être bien organisé. Puis, je pense qu'en général, c'est quelque chose qui vient facilement quand on a un intérêt réel pour la profession, puis pour aider son prochain. Donc, en 2 minutes, je dirais, c'est ça peut-être mes petits conseils de la fin là, pour un étudiant en planète. Super, super. Bien, écoutez, je dirais peut-être une dernière rapidement, Zoé, si tu es toujours sur la ligne. Il y a quelqu'un qui nous demande si on a plus que 30 ans, est-ce qu'on peut avoir accès quand même à la plateforme d'Academos? Ah, la question qui tue. Oui. Oui, malheureusement, nos services sont vraiment réservés pour les 14 à 30 ans. On demande la date de naissance à l'inscription. C'est juste parce que, dans le fond, les mentors qu'on recrute, on, on les forme puis on les accompagne pour accompagner des personnes qui ont peu d'expérience sur le marché du travail. Euh, donc, c'est sûr qu'on ne veut pas non plus, ben c'est ça, on ne veut pas trop s'éloigner de ça pour éviter de créer des frustrations du côté de nos mentors. Mais c'est sûr que, tu sais, entre vous et moi, on vérifie pas. Donc, tu sais, c'est sûr que l'objectif de la plateforme, puis on le sait, là, on est conscient qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se réorientent, tu sais, qui trouvent la carrière de leur rêve plus tard dans leur parcours aujourd'hui. Tu sais, il y a des gens qui vont compléter plusieurs formations universitaires, qui vont... Donc, c'est ça, on est conscient que c'est un besoin pour les gens de plus de 30 ans. Dans les faits, c'est vraiment 14-30 ans, mais c'est ça, tu sais, OK, ben merci beaucoup, Zoé. Mais je vous plaisir. dirais, maintenant, il y a beaucoup, vous avez vu aujourd'hui beaucoup de personnes qui gravitent alentour de ça. Maintenant, avec les réseaux sociaux aussi, vous pouvez quand même contacter des gens en planification financière. Donc, je vous rappelle, c'est possible de nous écrire à formation professionnelle à institutpf.org.
Suivez nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, Facebook. Suivez-nous, on met beaucoup de contenu. Il y a une infolettre aussi pour les gens qui sont intéressés par la carrière. Vous pouvez vous inscrire et rester au courant. Donc, vraiment, j'espère qu'on a répondu à plusieurs de vos questions. J'espère surtout qu'on vous a donné le goût. C'est vraiment une superbe profession. C'est d'accompagner les gens à réaliser leurs rêves, à atteindre un mieux-être financier. Nous, à l'Institut, ça fait partie de notre mission. On est les leaders du développement et de la promotion de la planification financière et on est là pour s'assurer justement que les professionnels ont les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être pour contribuer au mieux-être financier des gens, des familles et des collectivités. Donc, qu'est-ce qui peut être de plus intéressant que de faire ça dans la vie, puis d'avoir un sens dans chacune des interactions que vous avez avec vos clients. Et encore une fois, il y a de la place, il y a vraiment, vraiment de la place pour cette belle profession-là. Et il y a toute une communauté qui n'attend que vous. Donc, vraiment, on vous invite à nous poser des questions, à nous contacter, à contacter des gens et je vous encourage à embarquer dans ce beau parcours et je souhaite vous rencontrer un jour et pouvoir vous remettre un diplôme de l'Institut. Sur ce, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente fin de journée et merci d'avoir été avec nous. Merci Salomon, Véronique, Zoé et Vladimir aussi d'avoir été là. Et merci à toute l'équipe d'avoir pu réaliser ce beau webinaire pour tout le monde aujourd'hui. Merci, au revoir. Merci tout le monde.